Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour la nouvelle rubrique Mutant and Masterminds, en tout cas c'est le nom de ton power. Je vois pas pourquoi mettre un autre nom puisque je vais parler de Mutant and Masterminds. Dans cette vidéo de présentation, je vais vous parler du jeu, des tenants, des aboutissants, des bases des règles du jeu, ce qui le rend si spécial, et le tout en essayant d'être assez court. Mais après qu'on parle de Mutant and Masterminds, le tout est de savoir quelle version. Donc là, je vous parle de la troisième version de Mutant Masterminds. En France, je pense qu'il n'y aura pas de différence, puisque Mutant Masterminds a été conçu avec le chef de projet qui était Steve Kenson, aux maisons d'édition Green Ronin, mais qui a été édité en France chez Black Book Édition. Pas tous les livres, pas toute la gamme, juste certains trucs. On va y venir plus tard. Donc c'est quoi comme jeu? Donc c'est un jeu de rôle de super-héros qui se joue principalement au D20 et vous allez pouvoir incarner des super-héros et vous allez combattre des vilains dans une narration, en tout cas qui est souhaitable, hein, qui ressemble un petit peu à des comics avec quelques issues, ce qui présente certains avantages, surtout au travers de ses spécificités. Alors, mon opinion sur le jeu, évidemment, c'est un de mes jeux préférés du commerce. Il est en train de faire une espèce de coude à coude violent entre Blue Rose Age, qui est mon jeu préféré du commerce, et le fait que j'ai beaucoup exploré de choses ces temps-ci via Mutant and Masterminds. Donc, c'est dire si c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Alors, le jeu se joue principalement au D20, puisqu'il est le successeur du système qui s'appelle True20. Le tout sous la maison d'édition de Green Ronin, voilà. Et donc le logique derrière le nom True20 et du système, c'est parce que en fait le système de Donjons et Dragons s'appelait le système D20, alors qu'en fait ils n'utilisent pas que des D20. Et ils se sont dit, bon, quitte à être un système qui s'appelle le système D20, autant qu'on utilise le terme et on applique la fonction directement. Donc ils se sont dit qu'on va utiliser uniquement des D20. Alors, il y a beaucoup de personnes fétichistes de l'objet qui vont préférer avoir des jeux qui proposent plusieurs lancers de dés différents dans un set de dés. D'autres préféreront qu'un des 20 ce soit amplement suffisant. Chacun verra ce qu'il a d'intéressant là-dedans. Mais je pars du principe que un seul dé pour pouvoir jouer à un jeu, ce n'est pas disqualifiant du tout. Voilà. Alors, ce jeu a été fait sous l'Open Game License de système 3.5 et par extension, ben, il est dans les Open Game License 1.0. J'avais fait une présentation de très bons jeux qui étaient sortis sous le système d'Open Game License 1.0 suite au conflit qu'il y a eu avec Wizards of the Coast et Hasbro. Je ne peux que vous renvoyer à cette vidéo pour vous renseigner. J'ai parlé franchement longuement du jeu, mais là on va l'explorer un petit peu plus loin par rapport aux explications. Alors le cœur de mécanique, c'est que tout se résout au D20 et la table de difficulté, si vous êtes familier avec Pathfinder ou Donjons et Dragons, la table de difficulté est exactement la même. Vous n'avez rien besoin de changer. Alors, c'est peut-être là où ça devient intéressant parce qu'on pourrait se dire, oui, mais pourquoi tu voudrais jouer à un jeu qui se rapporte, qui ressemble à la 3.5 et qui a la même table de difficulté et le même barème justement de score et de difficulté. Il y a énormément de choses qui rendent le jeu intéressant. Donc déjà mécaniquement parlant, on va commencer par la base, c'est qu'ils ont fait un truc qui aurait dû être fait dans les jeux Open Game License depuis très longtemps, c'est virer les caractéristiques. Pas au sens littéral. En gros, dans les jeux, par exemple Pathfinder première édition ou un jeu 3.5, il y avait la caractéristique et il y avait le modificateur associé. Ils se sont dit à quoi sert le premier score, on le dégage, le modificateur devient la caractéristique et du coup ça facilite grandement les choses, ce qui fait qu'il y a une certaine conversion possible avec certains éléments de la 3.5. Ça c'est un truc que je compte explorer dans la rubrique Mutant and Masterminds à un moment pour vous montrer un petit peu certaines subtilités, pour pouvoir convertir des données si vous avez déjà des données là-dessus. Voilà. Donc déjà ça c'est un très grand atout. Ensuite il y a un truc qui diffère, c'est que
un des trucs qui était chiant dans la 3.5 ou qui est chiant dans les jeux à la Donjons et Dragons, c'est les quantités de points de vie à rallonge. Alors, les points de vie, c'est un gros sujet. Il y a des gens, ils aiment des systèmes différents avec des conditions cumulées, d'autres qui préfèrent avec des systèmes de points de vie. Là, on est sur des approches qu'on appelle des degrés d'échec. En gros, ça se rapproche, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se rapproche un peu au wargame. C'est-à-dire que dans les wargames, il y a un jet pour pouvoir toucher, et il faut que les joueurs adverses fassent des jets pour savoir s'ils ont été blessés. Grâce à ça, il n'y a pas de... comment dire ça ? Il n'y a pas de moment où on se dit ouais mais le combat il risque d'être long, imagine on va battre un démon majeur qui a 400 points de vie, et là il y a un petit sas de décompression qui se passe puisque intervient une caractéristique qui n'existe pas dans les jeux 3.5, c'est la dureté. En gros, quand vous allez toucher un adversaire avec succès, vous allez ajouter 15 plus les dégâts que vous faites, plus les bonus circonstanciels, qui vont en fait être un élément de difficulté, un score de difficulté à égaler ou à surpasser. Donc jusque là on est en terrain connu. Et de l'autre côté, lui il va ajouter, quand il va faire son test, le D20 plus le test de dureté, plus la caractéristique de dureté, plus les bonus circonstanciels ou encore les protections comme les armures, tout ça. Donc, la notion de valeur d'armure est rajoutée plus que le principe de classe d'armure. D'autant plus que, par exemple, il y a plusieurs éléments qui font l'anatomie d'un personnage. Et parmi l'anatomie d'un personnage, il y a les défenses, on pourrait comparer aux sauvegardes, où, par exemple, ils ont dissocié la manœuvre d'esquive au corps à corps et à distance. Ce que je pense qui est une très bonne chose, surtout que le jeu a une volonté de montrer que l'attaque vaut autant que la défense. Voilà. Donc tout ceci va permettre en fait d'éviter de prendre des dégâts. Et si on échoue, juste compte ou voilà. Donc du coup ça fait 1 degré d'échec. Si c'est plus, si c'est à 5, c'est 2 degrés d'échec, et par tranche de 5, ça va venir se rajouter. Ce qui fait qu'on peut prendre plusieurs degrés d'échec, et progressivement, en fait, les degrés d'échec donnent des malus au personnage en question. Le premier degré d'échec ajoute un malus de 1 à tous ses tests, le second, un malus de 2 à tous ses tests, le troisième, un malus de 3 à tous ses tests, plus son score de déplacement en général est divisé par 2. Voilà. Et ensuite, il y a le quatrième où le personnage tombe inconscient et le cinquième où le personnage est mourant. Et le système de vie est très très généreux maintenant, puisque, enfin, quand je dis très très généreux maintenant, il est très très généreux par rapport aux autres systèmes 3.5 ou systèmes simili Donjons et Dragons, puisque il faut réussir le plus rapidement possible 2 tests contre la mort, et contre 3, si jamais vous échouez 3 fois, votre personnage il meurt, tout en sachant que les critiques rajoutent 2 facettes, etc., etc. Évidemment, il y a des points spéciaux qui permettent de faire des choses, mais là, on n'est pas sur des points d'inspiration qui donnent de légers bonus. Il y a vraiment des éléments variés. On peut récupérer des conditions, on peut récupérer de ces degrés d'échec, on peut relancer un jet, on peut, par exemple, quand on a lancé une action, si on a un pouvoir, mais que le pouvoir, en fait, on veut rester dans la thématique du pouvoir, mais par exemple donner un pouvoir alternatif qu'on n'a pas en temps normal, on peut le faire aussi. Donc ça fait pas mal de belles choses en perspective. Le tout est dépeint avec un système d'XP qui est plutôt pas mal, puisqu'en fait, dans ce jeu-là, il présente un avantage qui pour moi est assez intéressant, c'est que c'est un jeu où ce qui compose votre personnage, c'est des points de pouvoir que vous allez répartir. 15 points de pouvoir est égal à un niveau. On peut progresser, on peut faire un personnage qui commence au niveau 1 et qui finit au niveau 20, mais ce n'est pas ce qui est recommandé au début, ou quand je dis ce n'est pas recommandé, on va dire, c'est pas ce qui est prévu de base. En vrai, on peut commencer au niveau 10,
Ça donne suffisamment de points pour pouvoir en faire un héros intéressant, même si le niveau 1 présente ses avantages aussi. J'assisterai toujours là-dessus. On peut faire de bonnes choses avec tous les profils existants, et surtout on peut aller au niveau 20, tout en sachant également que le nombre de niveaux à un certain moment ne permet pas de dire si un personnage en termes de niveau il est plus balèze. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé dans des campagnes que j'ai faites que les personnages joueurs soient niveau 10 et que leurs adversaires étaient niveau 5 ou 7 et leur ont quand même mis la pâtée. Pas à cause du nombre, mais à cause d'un individu assez récalcitrant. Ce qui fait que il y a une certaine, comment dire ça, il y a une certaine poésie dans la narration qui se crée grâce à ça. Surtout que le système de réussite et le système d'échec fait que c'est en plusieurs degrés, sauf que je crois qu'au combat, le seuil de réussite n'est pas très impactant, c'est plutôt en dehors des combats qu'il est impactant, sauf s'il y a des effets qui ne font pas de dégâts, et alors là, à ce moment-là, il commence à être intéressant. Je crois que par exemple, il y a l'effet taser. L'effet taser, qui est un pouvoir électrique, ne fait pas de dégâts proprement parler. Je sais que c'est un peu bizarre, mais on peut très bien créer un effet taser et faire des dégâts, mais en tout cas, celui qui est présenté dans le Power Profile permet de créer plusieurs conditions où en fait, tu bloques, tu restreins, tu paralyses, tu mets la personne inconsciente, et c'est un truc qui est intéressant. Alors, en matière d'économie d'action, on est sur l'économie d'action qu'on a l'habitude de voir dans ces jeux-là de l'époque, c'est-à-dire que tu peux agir 2 fois ou bouger 2 fois, même si, je vais quand même le dire, et ça va peut-être être la chose que je recommande, entre guillemets, mais pas parce que c'est une faiblesse du jeu, mais tout simplement parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je suis resté sur l'économie de 3 actions. Bien avant que la seconde édition de Pathfinder ne propose cette idée, je le faisais déjà, l'économie de 3 actions, c'est quand même pas mal. La seule restriction que je mets, c'est que on n'a pas le droit d'utiliser les 3 actions qu'on a à disposition pour bouger, c'est-à-dire il n'y a pas de bouger, bouger, bouger. Ça, c'est pour prévenir que les speedsters ne viennent pas en fait être emmerdants. C'est un jeu de type tabletop RPG, mais à mon avis, c'est toujours mieux de le faire avec le théâtre de l'esprit. Alors pour représenter une carte, pour représenter l'endroit, il n'y a pas de souci, mais quand on a des personnages qui se déplacent à la vitesse de la lumière, qui peuvent bouger avant et après avoir agi grâce à certains atouts, la définition de l'échelle serait très très compliquée à faire. D'autant plus qu'il faut se l'avouer aussi, les tokens pour incarner, pour représenter des héros, si vous êtes en numérique, vous avez qu'à prendre une illustration des vilains et des personnages que vous avez peut-être dessinés ou que vous avez vus sur le livre, il n'y a pas de souci, vous faites une sélection, paf, vous avez votre token, c'est quand même pas mal. D'autant plus que maintenant, je crois que pour des trucs genre Roll20, j'ai entendu dire récemment qu'ils ont mis une option où un token peut avoir plusieurs phases. Donc pour les métamorphes, on peut mettre différentes métamorphes alternatives. Moi, c'est ce que j'attendais à l'époque où je faisais le JDR Gundam en amateur que je faisais. Ah bah du coup, ils l'ont mis, donc pourquoi pas. Et le tout proposé dans le livre de base avec des tas de pouvoirs. Alors, tout ceci mis en place, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg, la partie en dessous, la partie immergée de l'iceberg. Il propose énormément d'options, mais il faut que vous gardiez en tête, si vraiment le jeu vous intéresse, c'est qu'il y a une partie où en fait, Green Ronin dans son ADN, que ce soit dans sa philosophie de présenter les informations ou encore les mécaniques de jeu, il y a une partie qui est un cœur solide et qui est facile à comprendre d'interprétation des règles. En fait, je dis d'interprétation, mais plutôt d'application des règles. Il y a une seconde partie qui est douée pour, en fait, laisser une place à votre interprétation. D'ailleurs, je tiens à vous dire, méfiez-vous, parce que, par exemple, il y a un truc dans les pouvoirs qui s'appelle les feats, qui fait beaucoup penser aux feats à la Donjons et Dragons. Mais ce truc-là a été fait un peu comme un garde-fou, pour pouvoir faire certains pouvoirs variés, mais on vous dit 1 point par rang, ce qui est évidemment un mensonge. Il faut ajuster les points dépensés à la hauteur du feat qui est proposé.
Ça, c'est un truc que je vais expliquer dans la rubrique, bien des vidéos après, puisque j'ai une idée claire des 10 premières vidéos que je vais faire, dans celle-là. Et puis, il y a une dernière partie qui est tout simplement laissée aux joueurs et aux meneurs de jeu pour essayer de rajouter quelque chose pour pimenter. Par exemple, quand vous avez le livre de base, on ne vous parle pas de thématiques élémentaires ou de thématiques vues telles qu'on le voit dans les comics. C'est dans le livre Power Profile qu'on finit par le rajouter. Donc une fois que vous voyez toutes ces choses-là, le livre de base vous présente des pouvoirs, mais tous les pouvoirs ne sont pas thématiques. Et comme elles ne sont pas thématiques, on vous parle déjà d'une notion qu'il faut garder en tête, surtout si vous êtes meneur de jeu. Ne faites pas l'erreur d'essayer d'appliquer au stricto sensu les choses et de laisser passer des informations qui en fait vous permettraient de mieux créer. Parce que oui, le meneur de jeu doit apprendre à mieux créer les créatures qu'il va devoir designer, puisqu'il y a une notion qui s'appelle les descriptifs. Par exemple, imaginons vous balancez des flammes bleues, et que ces flammes bleues sont reliées à une divinité et une thématique. Par exemple, la flamme, moi, je pense par exemple à Yuri Yagami dans King of Fighters, où en fait il a une espèce de flamme bleue un peu indigo, qui est liée au Yamata Orochi et par rapport à son héritage. Du coup, cette flamme-là aurait peut-être une propriété spéciale, ou par exemple il serait considéré, comme il a un pouvoir de paralysie avec, comme les ténèbres. Et en fait, ça sera un feu qui sera considéré comme ténébreux. Et dans l'univers que vous allez créer, dans la campagne que vous allez faire vivre, le descriptif va être très intéressant pour pouvoir en fait créer votre propre mythologie. Ensuite, là, je vous ai parlé de certains éléments du livre de base, mais en s'étendant sur l'intégralité de la gamme, c'est peut-être là où je vais commencer à parler de mon point de vue, de mes observations sur Mutant Masterminds. Alors, c'est mon observation, et je ne dis pas que j'ai raison, et je ne dis pas que ce que je dis est vrai ou pertinent. C'est une observation après avoir cherché un certain temps. Je pense qu'il est arrivé à Mutant Masterminds quelque chose qui arrive souvent quand un jeu sort en précommande en France, ou sort en financement participatif. Je pense que le jeu a une fenêtre d'attention très petite, très réduite, où le jeu il est sorti, il y a certains trucs qu'ils avaient prévus, il y a des choses qui sont sorties, mais ensuite, plus rien, c'est le silence radio, ça a un peu bidé. Je comprends un peu pourquoi, parce que ceux qui ont découvert la maison d'édition des Green Ronin, en regardant ce qui se faisait à l'international en matière de jeux de rôle, surtout des jeux anglophones, en fait des jeux en anglais qui étaient intéressants, ils sont tombés sur Mutant Masterminds, et ceux qui ont déjà Mutant Masterminds ont probablement beaucoup de livres de la gamme. Par exemple, c'est mon cas. Le seul livre que j'ai, c'est la version que je n'ai pas, c'est la version de base, puisque c'est le livre de base de la version de luxe, c'est-à-dire ce qui est proposé en version française que je n'ai pas. Ensuite, il y a le setting qui se passe dans le futur du futur. Pour ceux qui ont déjà vu les univers d'ici ultra futuristes, il y a un setting qui représente ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la zone de danger, ces différents endroits ou scénarios qui sont montrés, et ça vous met en fait des ensembles de situations qui sont prêts à être utilisés. Il y a un recueil de scénarios qui est sorti récemment. Et puis, si on a envie d'être fou et de faire un truc un peu complémentaire, il y a aussi, sous le système Mutant Masterminds, il y a eu une collaboration récemment avec Valiant Comics, donc les X-O Manowar, les Shadowman, ce genre de choses-là, qui, en fait, qui utilisent le système Mutant Masterminds pour l'univers de Valiant Comics. Comment dire ça? J'ai pas pledgé pour ça. Clairement, j'ai pas encore le moyen pour ça pour l'instant. Mais c'est un livre qui va beaucoup m'intéresser. Alors qu'en version française, il y a des livres que je considère importants qui sont sortis, mais il y a des choses qui manquent. Donc ça, ce que je vais dire là, c'est mon observation personnelle aussi. Le truc, c'est que il y a des fois, il vaut mieux que j'utilise des bons mots. Les Français ont des goûts spécifiques en matière de jeux de rôle. C'est pas un problème, mais quand il s'agit de traiter de certains jeux, soit les goûts sont trop spécifiques, soit ils s'engouffrent vers la bête rouge, c'est-à-dire Donjons et Dragons.
je ne critique pas ceux qui jouent à Donjons et Dragons. Je le rappelle, Donjons et Dragons a son lot d'avantages et d'inconvénients. Le pire ennemi de Donjons et Dragons en ce moment, c'est ses ayants droit. Voilà, il faut le savoir. Mais ce qui se passe, c'est que quand il y a des choses qui sortent un peu sur le côté, il y a peu qui s'en intéressent. Et on est arrivé depuis les années 2010 à une boucle où on fait des précommandes ou des financements participatifs pour des jeux. Et que certaines choses qui pourraient être essentielles dans les jeux, ou peut-être que faire un suivi aurait été compliqué. C'est normal, puisque je rappelle que depuis la crise de 2008, je crois, le prix du papier, du carton ne fait qu'augmenter par exemple. On a quand même des jeux qui sont sortis en précommande, financement participatif, et que toute la gamme ne sort pas. C'est seulement les livres de base. Donc du coup, tu te retrouves avec des éléments de gamme en français. Et le reste, si tu veux le reste, il va falloir le prendre en anglais. J'ai ouvert la rubrique Mutant Masterminds parce que c'est un jeu qui m'intéresse. C'est un jeu qui est quand même, il y a quand même des Français qui s'intéressent au jeu et qui peuvent tout le trouver intéressant. Ceux qui ne sont pas anglophobes, au contraire, qui ont envie vraiment d'une bonne expérience de jeu de rôle, ils peuvent très bien se dire, oui, mais est-ce que Mutant Masterminds, c'est un bon jeu de super-héros? Je considère que c'est le meilleur, après mes nombreuses errances à essayer de trouver un bon jeu de super-héros. Pour moi, je considère que c'est le meilleur que j'ai eu dans les mains jusqu'à présent. Malgré le fait que j'ai un passif avec les systèmes des vins et la manière dont les informations sont distribuées. Mais ce ne fut pas le cas pour Mutant Masterminds parce que même si l'architecture de Loop & Game Licence 3.5 a été utilisée, ce qu'il en fait et la manière dont il en fait et les outils qui ont été mis à disposition n'ont tout simplement rien à voir avec du pseudo Donjons et Dragons. Pour ça, il faudrait peut-être se retourner vers son ancêtre, qui est True20, qui est encore viable maintenant. Surtout qu'il est presque tout le temps en promo, donc en version numérique, donc franchement, allez-y, foncez. On va parler de True20 d'ailleurs à un moment dans la rubrique Mutant Masterminds. En tout cas, tout ça pour vous dire que je ne vais pas vous dire si vous devez le prendre en version française ou en version originale. Je conseillerais de prendre la version originale puisque la gamme est étendue. Si vous le prenez en français, ce que je vais dire ne va pas s'invalider. C'est-à-dire que si vous avez le livre en français et que vous voulez rajouter des trucs, tester des trucs, je vais donner des informations au même niveau. Si vous n'avez pas les livres, c'est pas grave. Au moins, ça vous permettra de voir un petit peu comment les éléments se sont présentés dans les règles et vous pourrez vous débrouiller avec. Mais je vous dis juste que je prendrai tous les éléments que j'ai à ma disposition pour vous parler dans cette rubrique de cet excellent jeu. Voilà. Donc pour conclure, bienvenue dans cette rubrique. Je vais vous parler d'un jeu de super-héros qui est excellent, avec pas mal de belles mécaniques. Et au fur et à mesure, je vais vous parler de mes expériences avec, ce que j'ai observé, des philosophies derrière la création, pas ce qui est présenté dans le livre de règles, parce que si il suffit juste de revomir en ce que dit un livre de règles, c'est pas intéressant. Il y a vraiment des éléments dans la création qui peuvent être mieux optimisés, mais c'est normal, aucun livre de jeu de rôle n'est parfait, et il y a aussi la maturité des individus qui vont interagir avec le livre. Donc si vraiment vous voulez une aventure de super-héros, ou voire même un livre qui vous permet de générer à peu près tous les univers avec support à l'appui, la gamme Mutant Masterminds au complet permet vraiment de faire des choses très très différentes. C'est quelque chose que nous allons explorer dans la prochaine vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le sujet si ça vous intéresse. J'hésiterai pas à y répondre entre quelques grosses vidéos. J'ai pas de problème par rapport à ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer aussi de mieux mettre d'éléments visuels pour que vous puissiez un peu comprendre ce que je vais dire. Donc, petit travail de montage qui va être demandé. Donc, n'hésitez pas à mettre de la force, à liker, à partager et surtout à réagir s'il y a quelque chose qui a capté votre attention.
Voilà, je suis pas à l'abri d'avoir loupé certaines choses. Je vous dis à la prochaine fois. Amusez-vous bien, jouez bien. Salut à tous.